Tout d'abord, évidemment, tout seigneur, tout honneur, le transistor, c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle d'application des semi-conducteurs. C'est une des plus anciennes. Alors, le transistor, c'est la brique de base de l'électronique. C'est quelque chose qui va être en fait une espèce d'interrupteur de courant et qui va permettre de réaliser des opérations logiques. C'est pour ça que c'est vraiment la base, par exemple, des microprocesseurs. Alors là, je vais vous donner un exemple, c'est le transistor le plus courant, c'est ce qu'on appelle le transistor MOS. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, je vous ai présenté une vue en coupe. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on a ici, là, en fait, c'est une galette de silicium, qui ici va être dopée P. Et donc là, c'est vraiment la vue en coupe. Donc on a le matériau qui va. Il faut imaginer que ça sort de l'écran, ça vient vers vous, et donc là, on a la surface. Donc le gros du composant est dopé ici P, sauf deux zones qu'on appelle la source et le drain, qui elles vont être dopées N. C'est-à-dire que dans le gros du matériau, on va avoir beaucoup de trous et pas ou très peu d'électrons. Et dans ces zones-là, on va au contraire avoir beaucoup d'électrons et pas de trous. Donc voilà, sur ces zones, on vient placer des contacts métalliques pour pouvoir faire passer le courant. Et entre les deux, on a déposé une couche d'isolant très fine, souvent c'est de l'oxyde, sur lequel on a également placé un contact métallique. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Voilà, c'est une image de microscopie électronique où on voit un contact métallique, ici le drain, la source, les zones dopées sont ici, et on a la couche d'isolant qu'on devine ici, là, avec le contact métallique qui vient par-dessus. Voilà. Alors si on regarde en termes de bande d'énergie à quoi ça ressemble, si on regarde en fait uniquement ce qui se passe juste là, près de la surface, juste en dessous de la couche d'oxyde, eh bien on a évidemment une zone qui est dopée P, où donc on a des trous dans la bande de valence et pas d'électrons dans la bande de conduction. Donc évidemment, on ne peut pas faire passer de courant depuis la source jusqu'au drain, parce que évidemment, dans la source et le drain, on pourrait avoir des électrons, mais ces électrons qu'on pourrait injecter dans l'un ou l'autre ne peuvent pas se déplacer dans la partie du matériau qui est dopée P, qui est pleine de trous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que sur le contact métallique qui est là, qu'on appelle la grille, on va venir appliquer une tension et amener un certain nombre, un grand nombre même, de charges positives. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces charges positives? Eh bien, elles vont repousser les charges positives qu'il pourrait y avoir à proximité. Globalement, si on réfléchit encore en termes de bande d'énergie, cette fois-ci, si on polarise la grille, on va courber les bandes d'énergie. Et donc ce qui va se passer, c'est que finalement, on va repousser les trous, on va les repousser loin de la grille, et les électrons, au contraire, on va favoriser l'apparition d'électrons à proximité de la grille. Et donc, on va créer un canal juste en dessous de la surface, où au lieu d'avoir beaucoup de trous, très peu d'électrons, on va avoir au contraire beaucoup d'électrons. Et donc, cette fois-ci, on va pouvoir faire passer des électrons depuis la source jusqu'au drain. Et donc, c'est un élément qui va pouvoir faire des opérations de logique, c'est-à-dire, on va voir si j'ai polarisé ma grille, je vais pouvoir faire passer un courant. Si je ne l'ai pas fait, je ne vais pas pouvoir faire passer de courant. Et donc, en combinant ces choses-là, on arrive à faire des opérations de logique du si, éventuellement, en combinant plusieurs transistors, on arrive à faire ou, et, etc. Et donc, c'est avec ces briques-là qu'on arrive à faire des calculs, finalement des calculs en binaire. Et c'est pour ça que c'est le principal élément des transistors. Alors, une tendance très importante depuis une quarantaine d'années, c'est que ces transistors, on essaie de les faire de plus en plus petits.
Et finalement, on est passé, ce qu'on voit ici, hein, de 10 microns en 1971. 10 microns, c'est, si on considère que c'est la taille du cercle bleu, là. Maintenant, on est aux alentours de 22 nanomètres. C'est-à-dire que y a un petit point, là, juste ici, qui fait à peu près la taille du faisceau laser. Et donc, c'est pour donner une idée de la réduction de taille qu'on a réussi à faire. Et c'est pour ça que, évidemment, on arrive à faire rentrer dans la même surface finalement du microprocesseur de plus en plus de transistors, et on arrive donc à augmenter la puissance de calcul des transistors. Mais juste pour voir, est-ce que vous avez une idée sur un microprocesseur récent, là, combien on arrive à mettre de transistors à peu près? Sur un truc qui fait quoi, 2 cm par 2 cm? Ouais, alors sur celui-là, c'est 2,27 milliards. Ouais. Voilà. Et donc évidemment, c'est pour ça qu'on arrive à... c'est en faisant comme ça qu'on a réussi à augmenter la puissance des microprocesseurs et à passer du 386 au truc moderne. Donc, voilà. Alors une deuxième application importante et qui est finalement assez à la mode ces temps-ci, c'est les cellules photovoltaïques. Alors, pour comprendre un peu comment ça marche, on va revenir un peu à qu'est-ce qui se passe quand on envoie de la lumière sur un semi-conducteur. En fait, on a déjà parlé du concept de faire passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction. Ça peut se faire avec l'énergie thermique, mais l'énergie pour faire ça peut également être apportée par l'absorption d'un photon. Et donc, voilà, si un photon a une énergie suffisante pour faire passer l'électron de la bande de valence à la bande de conduction, donc il va être absorbé, et évidemment, si on ne fait rien, au bout d'un temps très court, qui va dépendre un peu du matériau, l'électron et le trou vont se recombiner, et la différence d'énergie entre les deux états va être restituée souvent en émettant un photon. Et donc, l'idée d'une cellule photovoltaïque, c'est d'arriver à séparer l'électron et le trou, une fois qu'on les a formés en absorbant la lumière, d'arriver à les séparer avant qu'ils se recombinent. Comme ça, on va pouvoir créer donc un courant électrique. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une jonction PN. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, il s'agit de mettre en contact deux parties de matériaux qui vont être dopées différemment. Je regarde. Ici, on a, par exemple, dans le cas du silicium, une zone dopée P avec des atomes de dopants qui sont ionisés parce qu'ils ont donné leur électron au réseau et donc fait apparaître un certain nombre de trous qui sont des charges positives. Au contraire, dans une partie de matériau qui va être dopée N, on va avoir des atomes de phosphore qui sont dopés cette fois-ci plus avec un certain nombre d'électrons qui sont libres de se balader dans le réseau. Évidemment, au repos, tout ça est neutre, on a autant de charges positives que de charges négatives de chaque côté, tout se compense. En fait, ce qu'on va faire, c'est que quand on va venir mettre en contact ces deux zones du matériau, eh bien, les porteurs libres, qui sont toujours libres de se déplacer dans le matériau, mais naturellement, ils sont très nombreux d'un côté, peu nombreux de l'autre, eh bien, ils vont diffuser. Et donc, finalement, ce qu'on va avoir, si on mesure la concentration des porteurs libres, d'un côté, dans la zone d'OPP, on va avoir beaucoup d'électrons, beaucoup de trous, très peu d'électrons. Dans la zone d'OPN, beaucoup d'électrons, très peu de trous. Et dans la zone au milieu, ça va varier continuellement. Par contre, les atomes de dopants qu'on a mis dans le matériau, eux, ils restent en place. Et donc, ils sont là, ils sont toujours ionisés, ils ont toujours d'un côté des charges moins, d'un côté des charges plus. Et eux, ils restent en place. Alors, qu'est-ce que ça va créer, à votre avis? D'un côté, des charges moins, de l'autre côté, des charges plus. Personne ne peut bouger. Qu'est-ce qui apparaît? Il va apparaître un champ électrique. Et ce champ électrique, évidemment, il va influer sur les électrons et les trous qui vont être dans cette zone-là. Alors, pareil, si on réfléchit en termes de bandes d'énergie, on va courber les bandes d'énergie. Et d'ailleurs, finalement, ce qu'on a
créé là, c'est une diode. C'est un endroit où si on injecte des électrons de ce côté-là, ils vont pouvoir facilement aller de l'autre côté. Par contre, si on veut les faire aller dans l'autre sens, ils vont devoir franchir une barrière d'énergie. Donc c'est une diode. Et donc, si maintenant on a cette jonction PN avec ce champ électrique au milieu, et on va insoler ça. Donc là, on va créer des paires électrons-trous, surtout si vous intéresse à ce qui va se passer dans cette zone-là. L'électron, c'est une charge négative, le trou, c'est une charge positive, en présence d'un champ électrique, ils vont être attirés chacun d'un côté. Et donc, on va séparer les porteurs qu'on dit photogénérés, donc on a généré par absorption d'un photon, et donc on va créer un courant électrique. Voilà. C'est la base du fonctionnement des cellules solaires. Alors, après, ça c'est bien gentil, mais finalement, dans quelle gamme d'énergie ça marche? En fait, on va se rendre compte que si on prend, mettons, le silicium, qui est un matériau semi-conducteur très courant, eh bien, la bande à taille du silicium correspond à une longueur d'onde de l'ordre de un peu plus d'un micron. Et ce qui fait que toute la partie du rayonnement solaire qui va avoir une énergie supérieure, c'est-à-dire une longueur d'onde plus petite qu'un micron, et finalement ça fait quand même une grande partie du spectre solaire, ça va pouvoir être absorbé et donc participer à comme ça la génération de courant. Et pareil, la plupart des semi-conducteurs finalement vont être dans cette gamme-là, et donc vont pouvoir absorber de la lumière visible, de la lumière solaire, et participer à permettre la génération de courant. Alors il y a différentes technologies pour ces choses-là. Pour l'instant, les cellules solaires les plus courantes, c'est les cellules à base de silicium, parce que le silicium c'est un matériau très abondant, c'est pas cher. Également, comme on fait de l'électronique à base de silicium depuis très longtemps, c'est un matériau qu'on connaît très bien, qui est très bien maîtrisé, donc là encore ça permet d'avoir une grosse capacité de production, que ce soit pas trop cher. Et on peut en couvrir comme ça des très grandes surfaces. Si vous avez des panneaux solaires près de chez vous, voire chez vous, c'est probablement du silicium. Alors bon, c'est pas un matériau parfait, et les cellules solaires à base de silicium sont intrinsèquement limitées, on ne pourra jamais avoir plus de 29% de rendement par exemple. Actuellement, on arrive à 25 sur des cellules encore en laboratoire, mais en tout cas des rendements vraiment assez proches du maximum. Et si on veut aller plus loin, il faut utiliser d'autres voies, d'autres matériaux, à base par exemple ce qu'on appelle les arsénures, donc avec de l'arsenic qui va être l'élément de la colonne 5, des matériaux 2,6, voire des cellules multijonctions. Et les cellules multijonctions, en fait, c'est-à-dire, ça revient à prendre plusieurs jonctions PN comme ça, et à les juxtaposer, à les mettre en série, à mettre une jonction PN d'un matériau, puis une jonction PN d'un autre matériau au-dessus, l'intérêt étant que chacun des matériaux va absorber une partie différente du spectre solaire. Donc ça va permettre d'améliorer les rendements. Alors évidemment, c'est plus cher que le silicium, c'est plus coûteux, c'est plus dur à faire, mais on peut avoir des très bons rendements, actuellement 40% voire plus, et potentiellement on peut avoir des rendements de l'ordre de 80%. Alors, finalement, comment on fait? Puisqu'on ne peut pas avoir des grandes surfaces, par contre on peut avoir des grands rendements, eh bien on va utiliser ce qu'on appelle du solaire à concentration, c'est-à-dire qu'on va utiliser des très petites surfaces de semi-conducteurs sur lesquelles on va venir concentrer le rayonnement qui vient le rayonnement d'une grande surface par des systèmes à base de lentilles, etc. Voilà. Alors, la dernière application de laquelle je veux vous parler, encore une application qui est assez à la mode, c'est les LED, les diodes électroluminescentes. Alors, à quoi ça correspond? À la base, on part encore d'une jonction PN. Finalement, c'est une diode électroluminescente, c'est assez proche sur le principe d'une cellule solaire. C'est optimisé différemment, mais sur le principe, c'est assez proche. Donc on part d'une jonction PN, donc avec encore ici les bandes d'énergie qui sont courbées, le champ électrique que j'ai pas montré mais qui est toujours là. Et donc d'un côté, beaucoup d'électrons et pas de trous, de l'autre côté, beaucoup de trous et pas d'électrons. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir
polariser, on va venir mettre une différence de potentiel au bord de ce dispositif. Et en fait, ça va permettre de redresser un peu les bandes d'énergie et de diminuer la barrière de potentiel entre les deux zones. Et donc, on va permettre à une partie des électrons de diffuser dans la zone P et à une partie des trous de diffuser dans la zone d'OPN. Finalement, ça va permettre de mettre en contact les électrons et électrons, alors que naturellement, ils sont séparés par cette différence par cette barrière de potentiel. Et donc, évidemment, une fois qu'on a mis en contact les électrons et les trous, eh bien, ils peuvent se recombiner avec un électron de la bande de conduction qui va finalement tomber dans un trou de la bande de valence et émettre un photon. Alors, on peut essayer d'optimiser un peu le système. En particulier, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'introduire dans le matériau, au milieu de la jonction PN, une zone d'un autre matériau où la bande interdite va être un peu plus faible, ce qui va permettre évidemment de concentrer les électrons et les trous, parce que donc, les électrons et les trous qui diffusent, quand ils tombent dans cette zone, là ils sont soumis à une barrière de potentiel, ils ne peuvent pas poursuivre leur chemin. Donc ça va permettre de concentrer les électrons et les trous dans une zone avec un très petit volume et d'augmenter leur vitesse de recombinaison, tout simplement parce qu'ils vont être plus en interaction les uns avec les autres. Voilà. Et là encore, évidemment, la longueur d'onde de la lumière qui va être émise va être fixée par la bande interdite du matériau. Alors, il y a un certain nombre de matériaux qu'on utilise pour faire des diodes électroluminescentes, dans l'infrarouge, à base d'arséniure par exemple, et dans la gamme bleu-violet, et pour les diodes blanches, c'est des matériaux à base de nitrure, donc indium, gallium et azote. Donc à quoi ça ressemble concrètement? Bien, on part d'un substrat, ici c'est du saphir, donc c'est une galette de matériaux qui sert uniquement de support. Dessus, on vient déposer du GAN d'OPN, du GAN d'OPP, et entre les deux, une zone avec justement une bande interdite un peu plus faible qui va être obtenue en rajoutant, en utilisant un matériau donc avec non pas uniquement du gallium mais également de l'indium. Et ça va permettre de contrôler la longueur d'onde d'émission. Et ensuite, une fois qu'on a ça, donc ça, il faut imaginer on part d'une grande plaque qui fait potentiellement 20 cm de diamètre. On vient la découper en petits morceaux qui font quelques millimètres de côté. Et ensuite, on vient encapsuler ces morceaux dans un dispositif optique qui va permettre soit de concentrer la lumière dans une direction précise, soit au contraire de la répartir sur un plus grand angle soluble possible si on veut, par exemple, éclairer une pièce du mieux possible. Voilà. Et voilà, ça, avec cette technologie, on arrive à avoir des très bons rendements dans la gamme bleu-violet. Par contre, dans la gamme vert-jaune, ça marche assez mal. Or, vous avez peut-être est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des ampoules à LED chez eux? Ou juste des ampoules, hein? Voilà. Et comment on fait pour obtenir de la lumière blanche, hein? Parce qu'à la base, on pourrait dire, c'est facile, on prend une LED bleue, une LED rouge et une LED verte, hein, et puis la combinaison des trois, ça va faire de la lumière blanche. Sauf que la LED verte, on n'arrive pas à la faire. Finalement, la technique qui est utilisée, c'est de partir d'une LED bleue à base d'InGaN, dont les rendements sont très, très importants. Et en fait, sur la surface, c'est-à-dire sur le dispositif optique, sur, on va dire, la partie qui sert à encapsuler la LED, on va venir déposer ce qu'on appelle des phosphores. Les phosphores, c'est des matériaux, souvent qui vont être sous forme d'une poudre, qui vont absorber une partie de la lumière bleue qui est émise par la LED, et qui vont restituer une partie de la lumière donc qui vont absorber sous forme de lumière jaune, vert. Voilà. Et donc en combinant la lumière bleue qui vient de la LED, puis il y a quand même une partie de la lumière bleue qui traverse les phosphores, à la lumière qui est réémise par les phosphores, on arrive à faire de la lumière blanche. Par exemple, là, si on regarde
le spectre de luminescence d'une LED à base de phosphore, et bien on a là, ici un gros pic qui correspond à la lumière bleue de la LED qui a traversé les phosphores et qu'on arrive à voir à l'œil nu, et puis une bande assez large qui correspond à la lumière émise par les phosphores. Et finalement, c'est pour ça que pendant longtemps, on a dit les LED c'est bien, ça a du bon rendement, par contre ça fait une lumière froide, ça fait une lumière blanche un peu bleue, parce que finalement il y a quand même une grande partie de la lumière bleue qui traverse les phosphores et qu'on perçoit. C'est pour ça qu'on a cette lumière un peu froide. Alors voilà, les industriels travaillent là-dessus pour améliorer ça, mais c'est encore resté dans les têtes de pas mal de gens qu'on a une lumière un peu froide avec les LED.